D'accord. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre webinaire sur la voie du cœur, sur le plein conscience intégrale. J'aimerais juste avant un peu adapter à cette situation technique, jusque François, le journaliste, il nous rejoint. C'est qu'on peut commencer avec un petit moment de l'arrêt, de méditation. Donc, des fois, quand on arrive en lieu, par exemple ici, on a toujours un peu les choses qui traînent avant, qu'est-ce qui se passe avant. Et des fois, on a un peu une certaine anticipation, qu'est-ce qui va se passer pendant cette conférence. Mais on va faire juste un moment de l'arrêt pour vraiment arriver dans l'instant présent, pour nous poser, pour qu'on peut être vraiment ensemble pendant cette 1 heure d'exploration. Donc, je vous invite juste à trouver une posture assez stable et confortable sur votre chaise. Et on va commencer avec 10 minutes de méditation guidée pour nous aider de bien se poser, bien arriver. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez fermer vos yeux. Laissez le demi-clos. Ou si vous avez un petit peu de fatigue, vous pouvez laisser votre yeux ouverte. Et la son de la cloche va nous guider pendant cette méditation. Corps, esprit, parole en parfaite unité. J'écoute ce son de la cloche. Je vous invite premièrement de prendre quelques respirations profondes pour ressentir votre souffle. Vous pouvez prendre un inspire profond et doucement un expire pour relâcher. La pleine conscience, c'est à la fois un exercice sur notre attention et notre intention. Donc, notre intention, c'est juste de bien arriver dans l'instant présent. On peut imaginer qu'on a 2 bagages sur notre main gauche et main droite. Et doucement, on va relâcher le bagage sur la main gauche. Et tout ce qui est passé aujourd'hui, jusque maintenant. Et on va déposer le bagage sur la main droite. Tout ce qui va arriver pendant cette séance ou après. Et là, on va, avec un peu de curiosité, bienveillance, diriger notre attention vers notre corps, de sentir le point de contact de notre pied, notre bassin, notre bras. On peut ressentir le dos droit, mais pas rigide. Permettez les épaules et le visage de se relâcher naturellement. On pourrait prendre conscience de cette verticalité, de notre lien avec la terre,
et le ciel. Et avec cette intention de douceur, de tendresse, de bienveillance, on peut ramener notre attention sur le va-et-vient de notre souffle, encore sans contrôler ou manipuler cette respiration, juste une simple expérience de le souffle, de l'inspire et l'expire. Vous pourrez expérimenter le souffle par les sensations au niveau des narines, la poitrine, le bas-ventre, ou simplement tout votre corps qui respire. Si à tout moment pendant cet exercice, vous êtes pris par d'autres formes de distraction comme votre pensée, un bruit ou une douleur, vous pouvez simplement reconnaître ce phénomène, encore avec une certaine amitié, l'ouverture. Vous pouvez noter cette distraction et revenez doucement sur le va-et-vient du souffle. Et pendant le reste du temps, on va juste simplement apprécier le fait d'être présent et apprécier chaque souffle comme c'était notre première respiration. Et dans cette attitude qu'on a nulle part où aller, rien à faire, juste être là, présent, pour nous-mêmes, le monde qui nous entoure, c'est le moment où la journée s'achève et le soir commence. On peut nous accorder, harmoniser avec la sérénité de l'instant présent. Inspire, je souris à moi-même. J'expire, je souris à la vie. Pleinement présent, pleinement vivant, ici et maintenant. Donc, à la sonde de la cloche, on peut doucement sortir de notre assise pour en maintenant entrer dans l'entretien. Doucement réouvrir notre yeux, faire ce qui est nécessaire pour ressentir à l'aise dans notre corps. Quelques étirements.
Merci, Dat. Tu m'entends? Oui, parfaitement. Tout va Bonjour bien. François. Excusez-nous pour ce petit problème technique qui vient de se régler. Dat, je voulais te présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, tu as été ordonné moine zen en 1998 par le maître Thich Nhat Hanh. Puis tu as quitté la robe pour avoir une vie de laïque, mais pour autant tu n'as pas abandonné évidemment tout ce que tu avais appris, puisque tu te consacres depuis ce temps-là à la promotion de la méditation de pleine conscience. Tu le fais aussi bien auprès de scientifiques que de médecins, que d'enseignants, à différents étages de la société. Donc tu essaies de répandre cette merveilleuse pratique qui est si précieuse dans les instants de tous les jours et dans cette période actuelle. Nous allons y revenir ensemble. Tu as ouvert un centre de méditation de pleine conscience où n'importe qui peut s'y rendre, qui s'appelle les Cèdres Bleus, et ça se situe en Haute-Loire. Vous pouvez taper sur Internet le Cèdre Bleu, les Cèdres Bleus, vous tomberez dessus. Et enfin, tu es l'auteur de 2 livres, La quête de Monsieur Dubois, un voyage dans la pleine conscience, édité en 2011, et Tel quel, Contemplation et confession, édité en 2014. Ce soir, nous allons nous entretenir ensemble, Date, sur ce que tu as nommé la voie du cœur. Donc, de la pleine conscience vers le cœur, il y a un chemin précieux que tu vas nous indiquer. Comme je le soulignais tout à l'heure, nous sommes dans une situation donc post crise, post difficultés qui ont frappé tout le monde. Littéralement, ça a fait naître beaucoup d'inquiétudes, voire même beaucoup de peur dans la conscience et dans le cœur des gens. Et je voulais savoir si la pleine conscience, si la méditation pouvait apaiser ces craintes, rasséréner le cœur et nous aider à retrouver ce chemin un peu perdu entre l'esprit serein et le cœur ouvert. Oui, merci François. Ça me semble que on a une certaine période de transition, une grande phase de questionnement, pas seulement pour l'individuel, mais le collectif et pour le monde. Et il avait 2500 ans où le Bouddha, il a dit que, en fait, le monde est en feu et en flamme. Et il faut apaiser cette flamme. Et apparemment, voilà, après 2500 ans, cette flamme de l'avidité, de la peur, de l'anxiété, et qu'on continue de brûler à travers notre histoire, à travers notre temps. Encore, comme tu dis, dans cette période de crise, on a des crises économiques, de crise de la maladie, de crise de l'insécurité, de discrimination. Et pour moi, la racine de cette crise, en fait, c'est ce qu'on s'appelle une crise d'identité. Dans le voie du cœur, on essaie de retrouver qui on est véritablement, en dehors de toutes ces apparences qui changent, en dehors de toutes ces pensées, ces émotions, la vie qui change tout le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui est, on peut dire, le véritable moi? Donc pour moi, c'est surtout une crise d'identité, plutôt qui est un peu la racine qu'on voit qui manifeste comme des symptômes de ce qu'on est en train de voir. Et le voix du cœur, c'est un peu le réponse à un peu de ces, pas seulement le symptôme, mais la cause qui, on dit, qui est l'ignorance. L'ignorance, c'est la base de toute forme de discrimination, quelle que soit raciale, sexuelle, voilà, etc. On a le colère ou la violence, qui est la base de toute forme de voilà, injustice dans notre monde, et aussi la peur, parce que la peur, c'est quelque chose, je pense, qui est créé par nous de survivre. C'est notre évolution de survivre. Mais la manière que la peur est nourrie dans notre société, on n'a pas de place pour nourrir, moi, les antidotes à tout ça dans le voie du cœur, c'est la compassion, l'amour bienveillante, la sérénité
et la joie, la véritable joie d'être vivant. Ça, ce sont les antidotes à la peur? Ce sont ces qualités-là? Oui, oui, oui. En préparant l'émission, évidemment, nous allons parler du masterclass que tu as élaboré. Donc, tu as élaboré une méthode pour aider concrètement les gens, mais qui sont à distance, donc qui peuvent pas être auprès de toi ou dans ton centre, eh bien, à méditer, à découvrir les qualités du cœur que tu viens de nommer, donc pour combattre la peur, l'ignorance, les grandes faiblesses énoncées par le bouddhisme, mais aussi pour retrouver cette sérénité et cet être profond qui est en nous. Donc nous allons y revenir. Je voulais savoir, je crois que dans le bouddhisme et dans la masterclass que tu as élaborée, tu donnes des enseignements sur ce que dans le bouddhisme on appelle les 5 attributs. C'est ça? Oui, oui, oui. Tu peux nous les détailler, s'il te plaît? Oui, c'est ça. C'est très, ça va enrichir notre Oui, propos. oui, c'est comme chez les Grecs, on dit sur le mur de Delphine, on dit de connaître toi-même, de connaître toi-même. Le temple Et de Delphes, c'est, c'est ça. oui, ça rapproche un peu de cet esprit des anciennes Grecs qui, si on veut vraiment, voilà, transformer, d'avoir cette transformation de conscience, il faut retourner à ce qu'on s'appelle dans la psychologie bouddhiste le soi, le soi qui est composé à notre corps. Comment je peux vivre en pleine conscience, de comprendre, de détendre mon corps, être plus présent, prendre soin de mon corps et ses sensations, parce que notre corps est plein de différentes sensations, que des fois on a un certain rapport très discriminatif, très ignorant, très inconscient de la sensation. Et c'est quand ça va le monde de nos émotions, comment nourrir un peu ces émotions positives quand on a besoin pour avoir une certaine bonne santé physique et psychique. Et éventuellement, ça entre dans un domaine plus subtil qui est notre perception, parce que notre perception, c'est la chose qui va créer notre représentation du monde. Et le Bouddha, il a dit, avec notre pensée, on crée le monde. Donc, on peut créer un monde de l'enfer ou un paradis. Et c'est tout ça à travers comment moi je perçois moi-même et le monde dans ce monde de perception. Et finalement, ce grand mystère, qu'est-ce que c'est la conscience? Des fois, on peut interpréter la conscience comme quelque chose d'abstrait, mais dans la psychologie bouddhiste, en fait, la conscience, c'est à la fois la conscience collective et individuelle. Et chacun de nous, on peut contribuer à cette collective avec plus de joie, plus de l'intelligence, plus de cœur. Et c'est comme ça on va bâtir le nouvel monde. C'est pas avec les choses matérielles, mais dans la voie du cœur, c'est avec comment le cœur, ça peut rayonner où on est. Et moi, j'étais beaucoup inspiré pour en fait, trouver cette voie parce que je trouve encore comme, j'essaie, il avait Platon qui a dit dans la République, le jour où le philosophe il s'intéresse dans la politique, et le politique s'intéresse dans la philosophie, il y a une véritable république. Et pour moi, ça résonne beaucoup en moi parce que le jour où on commence à être plus engagé, de comprendre lui-même, et d'être engagé dans le monde pour dire ce qui est juste, et pour les gens qui sont vraiment actifs dans le monde, de retourner à un certain monde contemplatif. Je pense qu'on est dans ce carrefour où, par exemple, la méditation rencontre le monde occidental et il y aura quelque chose de très riche qui va féconder, qui va naître de ça. On a la chance parce que en Asie, souvent la méditation, c'était lié juste au monde monastique, un monde très privilégié. Mais maintenant, parce que notre monde est vraiment global, on peut pas juste exclure ça, être dans le monastère ou être dans un certain lieu loin de le monde. Oui. Mais pour moi, le véritable, voilà, changement, c'est dans le monde, au cœur du monde, mais de vivre ça consciemment, lié à notre cœur
notre valeur, notre présence. Et oui, parce que je crois que tous nos auditeurs ce soir, qui se comptent par milliers, et beaucoup de gens en général sont tous animés de bonnes intentions, veulent faire le bien, aller dans le sens de ce plus grand bien. Et les philosophes grecs dont tu parles ont déjà mentionné ces directions il y a déjà 2500 ans, et pourtant il doit nous manquer quelque chose, hein, parce qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas particulièrement. Alors c'est pour ça que je crois que dans le bouddhisme, ce qui est très séduisant, c'est qu'il y a un côté très pratique qui a été donné pour aider justement les consciences à se diriger dans cette direction-là. C'est la méditation ou les méditations. Je crois qu'il y en a deux grandes, mais tu vas me corriger. Qui s'appelle l'une le samatha et l'autre le vipassana, c'est ça? Exactement. C'est ça que je pense, un certain, ce qui est différent, même si c'est la même vision, le même regard. Je pense il y a différentes façons de grimper le sommet de montagne. Et dans la méditation bouddhiste, que le scientifique, il étudie aussi. Maintenant, il a de nombreuses études qui montrent les bénéfices de cette forme de méditation. On s'appelle traditionnellement, en sanskrit, on dit le shamatha, qui est la méditation de la sérénité. On dit la sérénité, c'est un apprentissage. On n'est pas né sereine. Au moins la plupart de nous. Au moins moi aussi, j'avoue. Et c'est une chose que j'apprends avec mon défaut, avec mon stress, de gérer mon propre angoisse. Et la scientifique, on s'appelle la méditation, le shamatha ou sérénité, l'attention focalisée. Parce que ça nous aide à avoir un esprit très concentré, très présent, pour ça crée certaines choses miraculeuses dans notre système nerveux, où ça va basculer en système très actif. On s'appelle le système sympathique. Alors, le système parasympathique qui est plutôt dans le repos, le calme, la guérison. Et ça, c'est un bénéfice de cette méditation qu'on entraîne pendant le voie du cœur. L'autre forme de la méditation, on dit c'est comme deux ailes d'un oiseau, ces deux formes de méditation, qu'ils travaillent ensemble. Et l'autre côté de l'aile, on a la méditation de Vipassana, qui est le regard profond. Parce qu'on dit la méditation bouddhiste, ça nous emmène à une certaine compréhension de la réalité telle qu'elle. Comment accepter nos émotions telles qu'elles sont. On peut arrêter de lutter contre nous-mêmes tout le temps, et notre pensée aussi. Et des fois, on a un certain champ de bataille en nous, et une maladie en nous déjà, et ça se finit pour se manifester dans notre monde objectif. Et la méditation de Vipassana, on s'appelle Insight en anglais, ou le regard profond, parce que ça nous va permettre de regarder la réalité, le Bouddha dit, la marque de l'existence. Si vous regardez la réalité objectivement, on va voir que ça change tout le temps. Tout est lié, comme dans la physique quantique, on peut voir maintenant aussi, et dans le monde de l'écologie. Mais là, on voit ça d'une manière plus expérientielle. C'est pas conceptuel. Mais par exemple, si je contemple mon corps, je peux le voir, tout est lié. Je peux pas avoir juste un bon cœur et une mauvaise foi. Ouais. Il faut que, voilà, si mon foie va mal, mon cœur va mal aussi. Et après, le scientifique s'appelle ça la conscience ouverte, parce que ça va nous permettre, en fait, de prendre le recul de ce qu'on s'appelle le soi, qui est ses émotions, ses sensations, ses perceptions. Et maintenant, quand on prend cette largeur, on peut voir qu'en fait, on a ces choses, mais c'est pas nous. J'ai mes émotions, mais c'est pas moi. J'ai mes pensées, mais c'est pas moi. Et on dit c'est une certaine forme de grande liberté. Mhm. Je crois que c'est intéressant. Je reviens sur ce que tu viens de dire, de voir que tu as aussi, donc ça fait l'occasion d'un point particulier que tu as traité dans ta masterclass, de pouvoir arriver à mêler un état de conscience personnel, un état de cœur,
avec une dimension sociale, avec une dimension écologique et avec cette grande question globale qui est de l'homme au sein de la société et du bonheur qu'on peut construire collectivement. Je crois que tu as appelé ça, alors peut-être que c'est une notion traditionnelle dans le bouddhisme, je sais pas, tu as appelé ça la toile d'Indra. Et tu as réussi à modéliser un peu ces états donc qui vont de l'intérieur vers l'extérieur, vers le collectif, en liant la planète, donc, enfin du moins l'environnement, dans un essai de cohérence pour tenter de parvenir au bonheur. C'est bien ça? Oui, oui, oui. Encore, je pense pendant longtemps, la structure qu'on avait créé la société, je pense bien sûr il y avait de belles choses qui sont nées dans un certain système un peu démocratique, capitaliste qu'on vive, comme l'éducation, comme la santé, comme la démocratie, de belles choses, mais à la fois il a un côté très ombre. Quand on le voit pas, c'est ce côté très égocentrique où on vit chacun pour notre bonheur. Parce que avec cette notion d'égocentrisme, on commence à voir une certaine avidité pour posséder les choses. Et des fois, c'est au détriment à notre environnement, au détriment d'abord à notre propre nous-mêmes, notre santé, et aussi détriment aux autres. Et ces trois de l'Indra dans la mythologie bouddhiste, il nous montre qu'en fait, tout est lié. Dans cette légende, on dit que dans l'étoile, il a un rosé, et dans chaque rosé, dans le croisement de cette toile, il reflète le différent, l'univers parfaitement. Donc, c'est-à-dire que dans un rosé, on peut voir refléter tout l'univers. Et c'est cette notion que, en moi, j'ai tout l'univers en moi. C'est comme le poète William Blake, il dit, pour voir une graine de sable, pour voir l'univers dans le grain de sable, et l'éternité dans cet instant. Et ça retouche dans cette sagesse pérenniale, je pense que tous nos ancêtres, ils ont touché pour montrer que notre bonheur, c'est pas seulement un bonheur, c'est comme ça s'appelle un bonheur hédonique, lié juste à notre propre bonheur, mais le véritable bonheur, c'est udonique, qui est un peu le partage, dans ce partage. Mais par la voie du cœur, on essaie seulement avec une certaine vision profonde que je peux voir pour moi-même, que je suis lié à l'univers, à mes ancêtres, que la qualité du cœur, il commence à émerger. Et je pense que c'est inné en nous. Parce que, par exemple, je suis un père de deux filles. Et avant, j'avoue que ce concept bouddhisme, c'était un peu intellectuel. La journée que j'ai vu mon enfant naître, j'ai vu véritablement, elle vient de moi. Et je fais tout ce que je peux pour le rendre le bonheur. Et la méditation, c'est un peu comme ça, mais ça va juste élargir cette appartenance, pas seulement à notre famille, mais le monde naturel, notre voisin, notre communauté, notre pays, notre monde, et on dit vers tous les êtres. Il y a une notion, puisque tu es dans la notion de l'amour, alors de l'amour filial, tu nous parlais de tes filles, mais aussi de cet amour collectif qui fait qu'on peut bâtir un peu autre chose ensemble en s'aimant, pourquoi pas les uns les autres. Je voulais revenir sur ce point-là avec toi. Déjà, lors de notre dernier webinaire, tu avais soulevé cette question et ça m'avait amené des interrogations parce que le maître mot du bouddhisme, c'est la compassion. Le Bouddha t'enseigne à devenir compatissant. Le maître mot du christianisme, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Tu crois que ce sont des notions égales, hein? La compassion dans le bouddhisme, ça veut dire l'amour dans le christianisme? Parce que je crois qu'il y a les... D'ailleurs, tu vas m'expliquer plus précisément ce que c'est entre le metta, la metta qui est une pratique du cœur, je crois, dans le bouddhisme, et le karuna qui est une pratique de la compassion. Alors, est-ce que la compassion, c'est l'amour? Est-ce que c'est la même chose? Et est-ce que les pratiques que tu enseignes visent à développer quoi, simultanément la compassion et l'amour, ou d'abord l'un après l'autre? Comment ça s'agence? L'entraînement qu'on fait dans la voie du cœur, on essaie d'abord on dit apprivoiser l'esprit, parce qu'on dit l'esprit est comme un singe dans la tradition bouddhiste.
Même il y a des gens qui disent un singe piqué par un scorpion. Bon, on peut voir, on peut se rendre compte, voilà, c'est la nature de ce singe, que le scientifique, il s'appelle le mode par le défaut. C'est juste centré sur nous-mêmes 24 sur 24. Et c'est une grande source de souffrance dans notre société. Mais dès qu'on arrive à apprivoiser l'esprit, on dit par l'entraînement, on dit la seule façon que je peux faire ça, c'est pas en lisant un livre ou c'est pas par miracle, mais c'est par mon propre effort, mon corps et l'esprit peut s'entraîner, que je peux arriver à apprivoiser cette singe. Et on entre dans la phase de un peu la transformation ou cultivation. Et c'est là que on dit énergie, on s'appelle l'énergie, l'amour, et la compassion, qu'on peut vraiment commencer de travailler. Parce que toutes ces choses, c'est juste des habitudes, comme dans les entraînements, on parle beaucoup de la neuroplasticité de le cerveau, que ce qu'on fait, ce qu'on répète, peut renforcer des habitudes. Et malheureusement, on a des schémas de notre pensée qui est plutôt dans le jugement, dans le critique, que l'amour ou la compassion. Mais on dit encore, ils sont très liés, l'amour et la compassion. Mais la seule chose qui va distinguer les deux, quand on cultive la pleine conscience, c'est l'amour, c'est plutôt comme, par exemple, juste comme moi, toi, François, tu as besoin de la sécurité, tu as besoin d'être aimé, tu as besoin d'être en bonne santé. Et c'est comme ça, on contemple l'amour bienveillant. Je peux voir que, juste comme moi, cette personne, ma fille ou mon voisin, on a tous besoin de ces fondamentaux. Être en sécurité, libre de danger, être heureux. Jusque, on dit dans le bouddhisme, jusque tous les êtres. Il n'y a pas un être dans cette terre qui veut souffrir. Et la compassion, c'est plutôt un certain contemplation comme vous, François. Je vais vieillir, je vais tomber malade, et je vais mourir un jour. Donc, ça, c'est à la fois, c'est un certain travail qui est la base de l'empathie, les deux, la compassion, l'amour bienveillant. Mais la compassion est plutôt liée à le mal-être. D'accord. De prendre conscience de la souffrance qui est là, mais maintenant afin de soulager la souffrance. Parce que quand on peut voir dans cette période de Covid ou d'insécurité, quand la souffrance est là, on a un certain conditionnement qui nous rend un peu, ce que le chercheur, il s'appelle la détresse empathique. Ça veut dire on va se couper en la face de la souffrance et on a peur, on ne sait pas quoi faire. Donc, on va nous isoler ou rester indifférent. Et avec la compassion, c'est l'inverse. On prend conscience de cette compassion. En fait, on a cette motivation, soit de soulager la compassion chez soi, parce que si j'arrive pas de faire ça, c'est très difficile de soulager la souffrance de quelqu'un d'autre. Mais éventuellement, maintenant, de transformer ça en acte. Comme ça, je me sens pas impuissant face à face, comme tu dis, que ça fait 2500 ans que notre maison est en feu. Mais je pense que si chacun de nous, on emmène juste un petit goutte d'eau, chacun de nous, on dit dans le bouddhisme, ça peut remplir le 4 océans. Hein? On est 7 milliards de personnes sur cette planète. Et si on contribue un goutte d'eau chacun, ça fait quand même un vaste océan on dit le nectar de la compassion et l'amour. Très beau. Alors justement, sur cette notion d'amour que tu as explorée, évidemment,
dans un point de la masterclass, pardon, que tu as élaboré. Tu sais, puisque je t'entendais parler de Platon, et visiblement tu as lu les philosophes occidentaux. Tu sais, pour Platon, dans un texte fameux qui s'appelle Le Banquet de Platon, qui traite de l'amour, il envisage l'amour comme un antique guérisseur, un guérisseur d'une fêlure profonde que nous aurions en nous, et on se guérit par l'amour. Je crois que toi aussi, dans ta pratique, tu es capable de dire que l'amour peut guérir des blessures de l'enfance, peut guérir des traumatismes, peut guérir des peurs, puisqu'on a commencé ce webinaire sur ce sujet-là. Tu crois il y a ce côté aussi guérisseur dans le bouddhisme et dans ta pratique, comme le Oui. monde de Platon il y a 2500 ans, oui? Ah oui, 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 je pense notre c'était des frères. Je pense Platon et le Bouddha étaient de véritables frères. Le Bouddha, il avait beaucoup de noms qui étaient donnés à lui, et un était le grand guérisseur, parce que on dit que l'énergie, l'amour, la compassion, c'est l'énergie qui guérit tout mot, toute maladie. Déjà, par exemple, quand on est petit et quand on est malade, tout ce qu'on attend, juste le moment que notre maman mette la main sur notre tête, on est déjà bien, juste avec cette touche de l'amour inconditionnel de la maman. Et on dit, c'est de l'amour qui un peu guérit la blessure, la compassion, parce que chacun de nous, on dit qu'on a des blessures et des traumas qui se répètent. On dit même que l'histoire se répète jusqu'à on apprend quelque chose. Hein. Et notre travail, c'est le travail la quatrième phase, c'est la transformation et guérison. C'est avec la pleine conscience, maintenant, je vais appliquer de prendre soin de ces plaies qui, des fois, ils se réouvrent avec un peu notre expérience dans l'instant présent. Et notre travail, c'est d'abord, on dit, éteindre le feu en nous. Des fois, le Bouddha, il a donné cette image. Il dit, si notre maison est en feu, la première chose, le plus sage à faire, c'est d'aller éteindre le feu. Mais nous, c'est pas notre premier instant, mais ce que nous, on va faire et on va essayer de chercher qui a allumé le feu, d'essayer de peut-être de voir quelle sorte de gasoline il a mis pour mettre le feu. Il va voir peut-être, voilà, qui est le coupable. Mais le temps qu'on cherche le coupable, la maison est déjà brûlée. Et on dit, c'est l'énergie de la compassion, de l'amour qu'on peut commencer on dit, faire ce travail de la transformation et guérison. On sait que tous dans la famille, dans notre collectif, qu'on est dans ce moment où soit on fait ce travail de la réconciliation, de la guérison, ou soit on va répéter encore ce qui était transmis par nous, par nos ancêtres, par notre société et par notre culture. Et c'est pas toujours bon. On a de très belles choses qui sont transmises par notre culture, mais d'autres choses maintenant, il faut la transformer, il faut lâcher et il faut reconstruire. Ben pour prolonger ce que tu dis, dans ta masterclass, tu abordes des notions. Alors à nouveau, j'ai l'impression d'entendre Platon, puisque tu parles d'action et d'agir. Un état intérieur, c'est une chose, mais il est antérieur peut-être à une action qui va lui succéder, et l'état intérieur précède ce qui va se manifester à l'extérieur. Et donc, quand on parle d'action, on parle évidemment d'éthique, comment bien agir dans le monde. Et tu as intitulé l'un de tes points de ta masterclass sur l'éthique, le vrai, le bon et le beau. Donc ce sont les universaux, les transcendantaux de Platon. J'entends Platon encore là, mais je voudrais voilà juste interroger sur la dimension éthique de la vie, parce que parler de la vérité, c'est toujours très compliqué.
c'est quoi la vérité? Est-ce que on ne ment pas tous un petit peu tous les jours, déjà à soi-même, c'est facile, mais des fois un peu aux autres. Le beau, on y aspire, mais on se réfugie aussi dans le lait quand ça nous arrange. Enfin, tu vois, c'est très mélangé ces notions. C'est très difficile d'agir avec ces puretés d'intention et ces idéaux aussi Mm. hauts. Comment est-ce qu'on peut les faire vivre à l'extérieur, d'après toi? Mm. Mais selon cette approche qui est liée à pas seulement la philosophie bouddhiste, mais la neurosciences, la psychologie bouddhiste. Dans cette masterclass, on essaie de voir aussi des études scientifiques qui sont liées à ces différentes formes de méditation. Mais on dit, c'est une bonne question parce que pourquoi il y a un certain écart entre nos idéaux, notre valeur, et ce qu'on voit au quotidien qui est une certaine contradiction. Euh, pour moi, je pense que parce que pour lier à notre intention profonde, on dit dans le zen, il faut d'abord faire un travail, débarrasser le mauvais herbe en nous. C'est-à-dire, on a beaucoup des habitudes qui n'est pas forcément le meilleur, le jugement, le critique, le comparatif, la comparaison, la discrimination, le jugement vis-à-vis nous et les autres. Mais quand on fait ce travail de débarrasser le jardin, souvent, on a différentes voies intuitives qui viennent très naturellement. Au Cèdre Bleu, ici, on a un grand potager. Et des fois, je reçois des jeunes qui travaillent avec moi. Et le travail, on fait en silence. On travaille en silence méditatif. Mais ce jeune, au début, il a l'habitude de parler. Je l'ai invité de juste d'être en contact avec la végétation, l'odeur, la terre, et vraiment de se nourrir de ça, de sortir de ce monde de pensées. Et après quelques journées, il dit, tiens, j'ai ces pensées de maman, ma mère. Il dit, ça fait un bail que je pensais d'elle. Au point de vue de pratique, moi, je sais pourquoi, parce que son esprit est libre. Et maintenant, il a d'autres formes créatives, pensées créatives qui émergent, qui est liées à le bon. Voilà, il aime sa mère, il a la pensée de sa mère, et il dit, maintenant, je vais appeler ma mère. Mais je me doute pas s'il était dans une course fanatique, il peut avoir cette pensée-là. S'il court toute la journée, vous savez, notre société est construite en manière où on court tout le temps. Et dans la psychologie bouddhiste, on dit que on raconte une histoire, un homme, il a un homme qui se galope sur un cheval et il a un autre homme qui le voit, cet homme sur le cheval, il le demande, un homme à côté de la route, hein, il voit cet homme sur le cheval, il demande le cheval, homme sur le cheval, où allez-vous? Et l'homme sur le cheval, il dit, je sais pas, il faut demander le cheval. Donc, on est dans cette course où on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va aller. Et tant qu'on ne fait pas ce travail de on dit l'arrêt, de se poser, de se calmer, on dit on peut pas voir notre plus belle valeur émerger. Sauf dans le moment de crise ou de souffrance. Mais le travail de la pleine conscience, c'est dans le quotidien. Par exemple, si je bois cette tasse de l'eau en pleine conscience, je peux être en contact ce qui est beau et vrai aussi. Par exemple, quand je prends cette verre de l'eau, je bois en pleine conscience. C'est pas juste un acte que je bois de l'eau, mais dans l'eau, je vois le nuage, je vois la terre, je vois l'eau qui vient de la source. Et ça a voyagé très loin pour arriver à mon tasse. Et c'était grâce à beaucoup, peut-être la main d'un plombier. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour le plombier qui a peut-être installé mon robinet.
je vois sa maman, je vois son société. Donc, avec cette vision profonde que je bois de l'eau, j'ai beaucoup de gratitude, une profonde gratitude pour les choses de tous les jours que des fois on peut négliger. Et on dit ça, c'est le fondement de l'éthique, en fait, c'est dans la vision profonde. Si je vois pas la réalité, la nature de la réalité, c'est difficile d'être en contact avec cette véritable éthique. Dans le bouddhisme, on dit notre nature, c'est la bonté. On n'est pas ce qu'on peut sembler de gens violents, toujours en conflit. Mais si vous voyez tous les enfants, ils savent pas qui est le noir, l'enfant noir, qui est l'enfant blanc. C'est seulement quand nous, on dit à eux que cette perception, il devient réel pour eux. Et on dit dans la nature véritable, qui est la nature de notre cœur, on dit plein de bonté, plein d'amour. Et le véritable l'éthique, en fait, il vient de là. Mais parce que des fois, nous, notre esprit est voilé, on dit, voilé par beaucoup de saleté. On doit faire ce travail on voit dans le zen, par exemple, l'esprit, notre cœur est comme un miroir. Et c'est plein de poussière. Et c'est maintenant ce travail de juste enlever la poussière petit à petit, jusqu'à on peut commencer à voir une certaine image très claire de ce qu'il a. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est pas simple, mais c'est la direction il faut aller. Et si on a cette notion que c'est de l'éthique, en fait, c'est pas pour être parfait. Le voie du cœur, c'est plutôt être arrondi. On cherche pas la perfection, mais on cherche une direction, un guide, comme une étoile nord, où je vais faire le défaut, hein, tant que je suis humain. Je vais dire les choses qui vont faire souffrir moi-même ou les autres, des fois, mais je sais où je vais aller. C'est dans la direction de l'étoile nord. Même si je sais, je vais jamais arriver là, je sais où aller. Et c'est comme un certain. Je pense que l'éthique, c'est notre maître intérieur. Quand tout se fond derrière, autour de nous, quand on voit l'hypocrisie, la confusion, si on n'a pas cette éthique en nous-mêmes, on est perdu. On est plus ou moins en vie dans un monde qui n'a plus de sens. Hmm. Alors aide-moi encore à enlever un petit peu de poussière sur mon miroir et à bien comprendre, parce qu'il y a un point, là on est dans le cœur de la sagesse bouddhiste que tu expliques vraiment très clairement et très richement. Aide-moi à comprendre un point qui est celui de la non-dualité que tu abordes aussi dans ta masterclass. Quand on entend de la part de la sagesse bouddhiste qu'il n'y a pas de peur, qu'il n'y a pas de mort, que donc tout n'est pas si duel, tout n'est pas si tranché de part et d'autre. Enfin, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Là, il y a beaucoup de poussière sur mon miroir, je ne le comprends pas parce qu'évidemment, les gens meurent. Si, évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous allons mourir. J'étais là avant et un jour je ne le serai plus. Il y a un moment, tu vois, duel qui va s'installer forcément. Comment on arrive à réconcilier ça dans une sagesse bien comprise? Mm. Donc, on dit ça, c'est vraiment la dernière étape de la voie du cœur. Dès qu'on a construit cette base, donc je pense que toutes ces questions, il émergent très naturellement. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Et comme vous dites, dans le bouddhisme, c'est une pratique de non-dualité. Ça veut dire que la notion on a des différents extrêmes. On dit il faut briser le concept qui des fois peut être erroné de la réalité. Si on contemple la vague sur l'océan, on peut voir que la vague a une vie. Il monte,
il descend, on voit des milliers de vagues comme des milliers des êtres. Il a de petites vagues, il a de grandes vagues. Il a des vagues qui pensent, voilà, je suis tout petit, d'autres que je suis très grand. Mais à un moment ou un autre, la vague, il a sa vie, il a sa durée, il a sa fin. Mais si la vague, il arrive de toucher profondément elle-même, ça veut dire son cinq agrégats, son soi, de comprendre soi-même, il va entrer dans une autre dimension qui est l'eau, qui change jamais. Avec le haut et le bas, le vague, avec la naissance et la mort et le vague, l'eau reste l'eau. Et le Bouddha, il parle deux dimensions qui existent dans cet instant. Il parle de la dimension historique, qui il a un fin, il a un début, il a, on vient ici, on va partir, il y a des notions de pureté, impureté, mais on dit dès qu'on touche la dimension ultime, qui est l'eau, cette notion, il n'applique plus. Il n'applique plus dans ce monde. C'est comme la science. Dans la science, on a la science newtonienne. Mhm. Tout que notre loi applique, la loi de gravité, l'espace, le temps, on ne peut pas échapper à cette loi dans cet instant. Mais à la même temps, dans cet instant, il y a le monde quantique qui en dit Lavoisier, il dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mhm. Et dans le bouddhisme, on s'appelle ça, ça rapproche à la dimension ultime, où on dit que tout est énergie, tout est conscience. Et si je touche ce niveau l'eau en moi, je vois qu'il a véritable ni naissance ni mort. Que je suis à la fois la vague, je suis l'eau dans cet instant. Et si je comprends ça véritablement, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. On dit ça, ça va parce que la peur peut seulement exister quand on a une notion de le début et la fin. Mhm. Mais dans le zen, on dit c'est pas un mouvement linéaire, mais c'est un mouvement circulaire. Et dans un cercle, il n'y a pas un début, un fin. Et on dit, si on touche l'instant présent profondément, on touche cette dimension de l'eau. Magnifique explication. Merci d'avoir dépoussiéré mon ignorance sur ce point-là. Donc effectivement, c'est un état de sagesse assez ultime. C'est un état de conscience très profond. C'est même assez sophistiqué intellectuellement. Je crois que pour faciliter les choses, tu utilises aussi parfois des koans. Tu guides un peu les gens dans la compréhension, dans tous ces méandres un peu théoriques, grâce à des koans. Alors les koans, je crois que ce sont des petits poèmes de trois lignes, peut-être, des petits poèmes japonais, c'est ça, qui ont la vertu de pouvoir concentrer en un point un élément de sagesse qui demande beaucoup d'élaboration verbale. Et là, en quelques mots, on arrive hop, à centrer le propos. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner, par exemple, de koan qui permettrait de pointer ce Oui, qu'on vient de le dire? koan, c'est une façon qu'on utilise dans la tradition zen de un peu nous mettre en marche, en quête de nous-mêmes et qui on est, et un peu d'exprimer un peu notre aspiration profonde. Le koan, c'est des questionnements qu'on peut recevoir de le mettre comme un point d'étude, de contemplation. Et c'est des fois, le travail de le koan, c'est en fait, il faut pas trouver une réponse, mais il faut laisser le koan
mûrir en nous jusqu'à il a une certaine expression très spontanée de la réponse. Il a des koans très classiques qui est, par exemple, est-ce que un chien a la nature de Bouddha? Parce que souvent, on pense que seulement un être humain peut être un Bouddha. Donc, le maître Chan, le maître zen chinois, ils étaient très habiles d'un peu briser notre concept. Et notre koan, c'est si vous voyez le Bouddha sur la route, il faut le tuer. Oh. Et des fois, on peut avoir un concept de le Bouddha qui est erroné. Ah, Et ce concept, ça nous empêche de voir le véritable Bouddha. d'accord. Un autre koan très classique aussi, c'est quel est votre visage avant la naissance de votre mère, votre père? Et souvent, le koan, par exemple, on a tellement une tendance de trouver une réponse intellectuellement, Mhm. mais le koan, ça va nous inviter à fur et à mesure, écouter notre corps, écouter l'instant présent. Et le koan, ça nous aide de vraiment briser un peu tout le concept qu'on peut voir très concret dans notre réalité, de notre... Vous savez, on peut vivre à côté de quelqu'un, mais avoir juste une image de cette personne. Vous pouvez vivre avec votre conjoint, votre amoureux, mais vous vivez juste avec une image, un concept. Et quand ce concept vous convient plus, c'est là que on va souffrir. Voilà, quand les attentes de cette personne est plus que ce que vous attendez, on va souffrir parce qu'on vit avec une image avec quelqu'un. On ne sait pas le véritable souffrance ou bonheur de ce koan. Dans un koan très moderne, on peut dire, chérie qui est à côté de moi, qui es toi? Mhm. Tu es quelqu'un vivant Mhm. ici, avec tes souffrances, avec tes bonheurs, et tu es juste une personne là à côté de moi, où je vais vivre mon train-train comme c'est donné. Est-ce que je suis conscient qu'un jour que je vais te perdre, mon chéri? Et on dit, on a besoin un peu de koan plus moderne, qu'on peut répondre à notre vie aussi. Donc ça, c'est une chose que je peux proposer à notre interlocuteur pour dire, est-ce que je vois mon enfant? Est-ce que je vois mon chéri? Il a un grand koan très classique dans la tradition Chan chinoise, où il avait un disciple qui vient, un maître s'appelle Chao Chu. Il lui demandait quelle est la véritable nature du Bouddha. Un maître Chao Chu, il a dit, va aller dans le cours et regarder le cèdre, le cyprès. Mhm. Et c'est très radical parce qu'il veut montrer que vous êtes dans votre intellect, votre concept. Et pour montrer la réponse pour lui, il dit, va aller dans le cours et regarder le cyprès. Parce que peut-être vous n'avez pas vu le cyprès quand vous êtes venu à moi. D'accord. Et on peut dire, voilà, quelle est la nature de la Bouddha? On peut dire, va aller voir notre femme, notre mari, ce soit notre enfant, et voir si on peut le voir véritablement. Ouais, ils sont des outils très utiles pour cheminer concrètement. Il y a les méditations qui sont pratiques, il y a les respirations dont tu nous avais parlé, il y a les états de conscience, et puis il y a ces petits outils, les koans, qui ont l'air bigrement utiles pour avancer sur le chemin. Bien, notre fan, ça fait une heure qu'on est ensemble. Je pourrais parler longtemps avec toi de platonisme, de christianisme et de bouddhisme. Ça serait vraiment
passionnant. En attendant, pour pas perdre nos auditeurs, je voulais évidemment donc vous rappeler au long de ce webinaire, nous avons parlé de la masterclass élaborée par TATFAN pour nous aider à avancer sur le chemin du cœur, comme il l'a intitulé, faire des exercices pratiques de pleine conscience. Donc, il a réussi à formaliser 10 grands thèmes qui rassemble chacun des vidéos explicatives où il enseigne très didactiquement, merci, très pragmatiquement comment arriver à méditer, comment arriver à trouver ses états intérieurs. Nous avons survolé très rapidement ensemble les différents points qui sont abordés, les états de cœur, les états de compassion, le méta, les différentes méditations qui sont accessibles assez facilement grâce à Date, les 5 agrégats dont nous avons parlé très rapidement tout à l'heure, prendre soin de l'enfant intérieur, la toile d'Indra qui nous relie nous aux autres et à l'environnement, les dimensions éthiques d'agir selon le bien, le vrai et le beau, et puis les états de transcendance et de non-dualité que tu m'as expliqué tout à l'heure avec beaucoup de clarté. Je te remercie encore. Donc voilà, hop, je vous publie donc la possibilité d'accéder à ce contenu qui est en promotion encore jusqu'à la fin de la semaine, je crois bien. Le lancement de l'offre est à 97 euros. À la place de 162, vous avez la possibilité de payer en 3 ou 10 fois. Voilà. Et bien évidemment, vous pouvez aller sur Internet, taper les cèdres bleus pour vous rencontrer directement d'Adfan et bénéficier en live de ses enseignements, de son potager dans lequel il faut travailler en silence et de toutes ces personnes si riches qui viennent autour de Datfan. Datfan, il nous reste un petit moment, si tu as encore un peu de temps à nous accorder, pour les quelques questions qui t'ont été posées, que notre entretien a suscité. Alors, je vais m'en faire l'écho. Alors, il y a énormément de questions, encore une fois. Je vais les sélectionner. Je pourrais pas toutes les poser. Je vais en sélectionner certaines qui va même mettre la lumière sur un point particulier que nous n'avons pas encore abordé ou qui demande des explications supplémentaires. Alors, ah oui, Tadfan, pas facile. Bonsoir. Quand on dit qu'il faut s'aimer soi-même, s'agit-il d'aimer son âme, son cœur, son corps, son esprit ou encore autre chose? Merci. D'abord, s'aimer soi-même, c'est d'abord le corps. On a une image très erronée de notre corps, de notre société, formée par notre publicité, notre média. Et des fois, on n'est pas un certain amour propre vis-à-vis de notre propre corps. Par exemple, on a beaucoup de défauts, on essaie de couvrir dans notre société avec la chirurgie plastique, avec le maquillage. Et par exemple, la façon que j'aime moi-même, j'essaie d'aimer ce défaut. Parce que pour moi, c'est pas un défaut, mais c'est une qualité. Et d'abord, aimer soi-même, c'est le corps, comme vous dites bien. Aimer soi-même aussi, c'est notre sensation. Des fois, on a un rapport très, on dit bipolaire avec notre sensation. La sensation est agréable, on va juste saisir et voir plus. Les sensations désagréables, on va juste rejeter. Mais dans la méditation, on apprend à accueillir sur ces sensations dans la sérénité, dans le regard profond. Troisième, c'est nos émotions. Il y a des émotions on préfère de vivre, d'autres on préfère pas. On trie un peu avec notre ego quelle émotion on préfère. Hein. Mais dans le plein conscience, parce que c'est une voie de la non-discrimination, une voie de la bienveillance, l'amour, on apprend à accueillir toutes nos émotions. Ils ont tout le droit à vivre. Et là, c'est radical. On n'est plus en lutte avec la tristesse, avec la solitude. Et ça ne va pas traduire d'une manière très névrotique. Et même des fois, on peut créer des pathologies très lourdes en rafoulant ces émotions jusqu'à les états de dépression et suicide.
Et quatrième, aimer soi-même, c'est aussi notre perception. Des fois, on est en lutte contre nous-mêmes ici. Oui. Et il a des personnes qui n'arrivent plus de dormir parce qu'on est en constante lutte de nous-mêmes. Mais il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre de ne pas nourrir les émotions négatives. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit aimer soi-même. C'est cette 5 éléments, on s'appelle les 5 arigas, la partie qui consiste le mot. Et si je peux faire ça, c'est très facile d'aimer notre voisin. C'est pas difficile. Mais si je fais pas ça, c'est très difficile d'aimer notre voisin. Très bien, très bonne réponse, merci. Dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer comment, par quel rouage, est-ce que la recherche du bonheur, la recherche de l'amour de soi peut aider à construire le bonheur collectif? Est-ce qu'il y a, c'est par l'exemplarité, en travaillant sur soi, tu montres le bon exemple aux autres et ça les inspire? Est-ce que c'est ça le rouage qui mène du bonheur de soi au bonheur collectif? Mm. Au cœur de la méditation bouddhiste, on dit, au fond, il n'y a pas une différence entre le bonheur de soi et le bonheur des autres. Mais quand on s'entraîne, on commence déjà d'abord, on dit, d'avoir un bonheur pour nous-mêmes, et qui est un bonheur sain. Quand je dis un bonheur sain, c'est vraiment la sobriété, d'être content de ce qu'on a. On vit dans une certaine abondance déjà, et on arrête de chercher un peu le bonheur qui est en dehors de nous-mêmes. Par exemple, notre notion il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est le bonheur qui est défini par notre société. C'est dans la consommation, c'est dans la reconnaissance, dans le niveau voilà, de gloire, de star, c'est dans le pouvoir. Mais moi, je parle d'un autre bonheur qui est le bonheur de tout le monde. Tout le monde, les êtres humains que toi et moi, comme François, si on dit quel est le dernier moment que vous étiez heureux, on peut réfléchir ensemble, hein, tous les amis qui sont en ligne, juste à se rappeler le temps que j'étais véritablement heureux. Par exemple, pour moi, je peux voir c'est lié à 3 choses. Mon dernier moment de bonheur, par exemple, aujourd'hui, j'ai trempé mes pieds dans la rivière et j'ai un peu senti la fraîcheur de l'eau de la rivière, un peu la différente végétation autour de moi, et c'était un véritable bonheur pour moi. Un autre moment de bonheur de ma vie, c'est juste quand j'emmenais ma fille à l'école. Euh, je suis en bonne santé, j'ai toujours ma fille à côté de moi. Je suis très conscient de ça. Elle est 12 ans, 13 ans maintenant. Maintenant, elle est plus enfant, hein? Elle devient une grande fille. Donc, je suis en train de vraiment apprécier que je veux perdre ma petite fille. Elle devient une grande fille. Et je dis que voilà, c'est un véritable bonheur. C'est le bonheur lié aux autres. Et le troisième, ce matin, quand je me suis levé de mon lit, j'ai dit j'ai 24 heures à vivre. Et puisque je peux sourire et vivre ma vie en conscience, et avec l'amour, la compassion. Parce qu'on dit, le Bouddha, il a dit, c'est mieux de vivre un jour consciemment de toute notre vie dans une course, dans l'oubli. Parce que la qualité que je vis de cette journée, peut-être c'est beaucoup profond que les gens qui vont courir tout le temps. Oui, c'est très fatigant de courir tout le temps, hein. Et pour moi, le véritable bonheur, c'est de s'arrêter, simplement, de reconnaître que je suis vivant. Et si on réfléchit de ces états de bonheur, en fait, ils sont... La méditation bouddhiste, on dit la marque de la méditation bouddhiste,
Ils sont liés les uns les autres. Je ne peux pas couper le bonheur de moi-même avec le bonheur des autres. C'est impossible. Hmm. Euh, Une auditrice te demande, est-ce que quand tu parles de la voix du cœur, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a une intelligence du cœur et que le cœur a ses propres lois à lui? Parce que quand on parle d'intelligence, classiquement, c'est l'intelligence raisonnante, c'est le quotient intellectuel, c'est les grandes idées. Et là, à l'inverse, il y aurait une intelligence du cœur aussi, c'est ça? Dans la voie bouddhiste et d'autres voies spirituelles aussi, le cœur est le centre. Même dans le mot en sanskrit, en chinois, pour le cœur, on dit des fois c'est mélangé entre cœur et l'esprit. On ne sépare pas les deux. Par exemple, dans le monde occidental, on a notre esprit et notre cœur, qui est deux choses différentes. C'est le siège le rationnel, et là, c'est le siège l'émotionnel. Mais on dit la véritable intelligence, c'est quand on ramène ces deux mondes ensemble. Parce qu'on dit une science sans conscience, c'est la folie. Et une conscience sans science, c'est un peu, voilà, un peu abstrait. Et notre travail, c'est d'emmener ces deux mondes ensemble, où la véritable intelligence, il émerge. On s'appelle ça le voix du cœur, que je pense pas, quand je dis c'est universel, quand je pense à la voix du cœur, je pense à un abbé Pierre, un sœur Emmanuel, un Martin Luther King. Et dans la tradition bouddhiste, on avait des maîtres zen qui ont un peu vraiment incarné cette voix du cœur. Hmm. Hmm. Vous avez parlé de la tristesse. Quand la tristesse est très ancrée et durable, qui fait beaucoup de mal, comment peut-on faire pour alléger au moins cette émotion? Ça, c'est une très bonne question. Merci, parce que je pense que beaucoup de nous, on souffre d'une certaine forme de tristesse, parce qu'on vit dans un monde où on se sent isolé, on n'est pas connecté à nous-mêmes, à la nature et aux autres. La première chose on fait en tant que pratiquant, et on apprend à accueillir la tristesse. Et pas entrer dans la tristesse, dans la différentes analyses. Nos émotions, des fois, il n'a pas besoin de notre analyse. Mais c'est comme un petit bébé qui a besoin d'être porté. Surtout nos émotions néfastes comme la colère, la jalousie, la peur, la tristesse. Et dès qu'on apprend à reconnaître la tristesse est là, par exemple, dans la voie du cœur, on apprend à vivre nos émotions pas comme des phénomènes psychologiques, que beaucoup de nous, des fois, on peut rester dans un monde très virtuel, où on crée beaucoup de l'histoire autour de notre tristesse, mais on va commencer le véritable prendre soin de notre tristesse, mais au niveau, on dit le soma, qui est le corps. Parce que les émotions sont pas seulement les émotions, des phénomènes existentiels, mais des phénomènes, selon les études, qui montrent que c'est des phénomènes physiologiques. Comme maintenant, par biais de ma respiration, par biais de ma tendresse, ma bienveillance, je peux commencer maintenant à porter cette tristesse dans mes bras pour l'apaiser. Et si je peux faire ce travail de l'apaisement de la tristesse, donc je peux appliquer maintenant la méditation de le regard profond. Et je peux peut-être poser quelques questions par exemple, chère tristesse, où viens-tu? Comment tu es nourri? Est-ce que je regarde trop de télé ou est-ce que je laisse des pensées parasites m'occupent toute la journée? Est-ce que je sais comment nourrir de pensées positives? Est-ce que je sais comment faire du bien de mon cœur? Donc, vous voyez, la vision intégrale, c'est pas seulement
une solution purement psychologique, mais est-ce que je suis bien entouré aussi? Ça demande un certain travail de discernement pour commencer à voir de différentes causes et conditions qui fait apparaître ce qu'on s'appelle la tristesse, c'est une énergie. L'amour est une énergie. Et le Bouddha, il dit tout se nourrit, notre tristesse, notre amour. Et dès qu'on sache comment ne plus nourrir la tristesse, il va s'affaiblir. Et si je sais comment nourrir mon amour, mon discernement, il va augmenter. Donc, c'est juste une question comme le corps. Est-ce que je sais comment nourrir notre corps? On a tous cette intelligence, hein? On ne va pas manger le Big Mac tous les jours, oui. Donc, la tristesse, trop de tristesse, c'est comme le Big Mac tous les jours. Et nous, on doit maintenant un peu avoir un peu de discernement. Est-ce que je laisse cette tristesse occuper ce qu'on s'appelle la conscience de l'esprit tout le temps? Est-ce que je choisis maintenant de peut-être changer la chaîne? Très bien. Donc là, tu viens nous apprendre comment faire avec nos émotions négatives, celles qui sont à l'intérieur de nous. Un auditeur te demande, donc ce qui est à l'intérieur, c'est une chose, mais quand ça provient de l'extérieur, comment faire par exemple pour stopper l'influence négative qu'on pourrait avoir d'un proche qui soit colérique, qui soit toujours négatif, qui soit toujours pesant, et qui soit résistant au changement et aux volontés de changement. Donc quand ça ne vient pas de soi, mais que ça provient de l'extérieur, comment est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Ça, c'est une très bonne question aussi, hein. C'est vrai qu'on ne peut pas changer les autres. On dit, mais on peut changer comment on perçoit l'autre. Par exemple, si quelqu'un lui rend le mal-être, mais si j'arrive à prendre soin de moi, je peux avoir ce qu'on s'appelle dans la psychologie positive un changement de perspective. Donc, ça revient encore, si je comprends moi-même, je peux voir peut-être cette personne, il souffre. Oui, mais si je suis dans une certaine posture de victime, donc je vais créer une certaine tension. Si l'environnement est malsain, il faut partir, hein, il ne faut pas rester. Je pense que ça, c'est le premier, notre instinct. Si l'environnement est vraiment malsain, si on a un certain libre arbitre, il faut s'éloigner. Mais si c'est dans le contexte de la famille, notre travail, des fois, on n'a pas de choix. Et je pense, si c'est pas vraiment un danger en nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on peut travailler. C'est d'abord vraiment de comprendre soi-même, d'abord. Vraiment, des fois, on est tellement occupé de changer les autres, de convenir de notre propre réalité aux choses, notre représentation, qu'on oublie que la façon comment on est peut aussi influencer l'autre. On s'appelle ça de contagion des émotions. Vous savez, quand vous êtes dans un stade de foot, si tout le monde crie, vous allez crier aussi, parce que vous êtes pris par l'énergie collective. Et si on arrive à avoir un certain calme en nous, une certaine sérénité, ce qu'on appelle une non-réactivité, on ne va pas nourrir ce rapport malsain avec l'autre personne aussi. Parce qu'on dit toute action a besoin de réaction. Et si on entre dans un certain jeu d'action-réaction, souvent, on est pris par l'énergie de l'autre. Mais la question ici, est-ce que moi, j'arrive de rester ancré en moi-même? Par exemple, il y a de l'histoire très inspirante pendant la guerre de Vietnam, euh, parce que le bouddhisme, on avait manifesté non-violemment contre la guerre de Vietnam et les injustices d'une façon très non-violente, d'une façon très sage, façon très, avec beaucoup de cœur, hein.
Mais par exemple, pour éviter le tonk, arrivé dans le village, il y avait un maître zen qui a proposé, au lieu de sortir avec nos armes et jeter les choses, il avait une certaine vision profonde parce que dans la culture vietnamienne, les hôtels étaient les choses les plus importantes dans la culture vietnamienne, les hôtels où on vénère nos ancêtres. Et il dit pour éviter le temps d'arriver pour détruire les choses dans le village, on va mettre les hôtels dans la rue pour bloquer la rue. Parce qu'ils savent dans le temps qu'il y avait des Vietnamiens dedans, dans le nord. Et ils vénèrent la même chose que le Vietnamien dans le sud. Et on dit pour détruire un hôtel, c'était la chose peut-être le plus pire dans la culture vietnamienne. Donc, on s'appelle ça le moyen habile. Si vous comprenez vous-même, vous pouvez même apprivoiser la colère d'une autre personne. On s'appelle ça dans l'art martial le self-defense. Quand on utilise l'énergie de l'autre, mais pas comme une résistance. Quand on fait ça, ça fait mal. Mais si je comprends moi-même, je deviens très transparent. Et cette énergie, c'est comme il me traverse. Si je sais comment l'apprendre, l'écouter. Et des fois, quand on rencontre la réalité comme ça, c'est le maître Thich Nhat Hanh, mon maître, il est la méditation. C'est une rencontre sereine avec la réalité. Quel que soit, ça peut être la violence, ça peut être les choses agréables. Mais ici, on sait qui on est. Et je pense que c'est ça qui est le plus important en face de toute forme de colère, injustice. Si vous êtes vraiment lié à vous-même, votre valeur, votre éthique, vous allez donner une réponse qui est très appropriée à cette colère ou cette injustice. Merci pour ces réponses éclairantes, brillantes même, Dat. Merci beaucoup. Vraiment, je crois qu'on n'a rien à rajouter à ça parce qu'on a atteint un point de perfection. Pas besoin d'aller au-delà. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle à tous que si vous voulez vous ouvrir à toute cette sagesse orientale si clairement expliquée et avec un tel guide qui nous emmène dans ces subtilités-là, tournez-vous vers la masterclass de l'offre qui est en proposition sur votre écran. Date à tout expliqué, tout bien mis en scène. C'est très clair, très pratique. Apprendre à méditer, apprendre à s'ouvrir à ses valeurs et à ses solutions que tu viens d'énoncer. Par ailleurs, j'ai mis dans le chat, peut-être que vous pouvez voir en haut, le lien vers le site de Date pour trouver son centre, le trouver lui, ses horaires et le contacter si vous le souhaitez, car il est évidemment très accessible. Je vous remercie à tous d'avoir été patients, d'avoir été attentifs à ce qu'a dit Date. Je vous souhaite un très bon chemin, un très bon cheminement sur la voie du cœur que nous a ouvert Date. Et j'aurai grand plaisir à te retrouver bientôt, Date, je l'espère. En attendant, Merci beaucoup pour ce dialogue très riche et ta bienveillance et tes questions. Merci. Merci, Date.